La Russie menace pour sa part d'interrompre l'approvisionnement en gaz de l'Europe. Le 4 mars dernier, elle a suspendu ses fournitures de gaz vers l'ouest par le gazoduc Yamal. Et si la Russie allait plus loin et décidait de fermer Nord Stream 1, Monsieur Ding, d'après vous, quelles seraient les conséquences pour l'Europe? Les conséquences seront finalement catastrophiques pour la Russie et pour l'Union européenne. Parce que d'une certaine manière, jusqu'à maintenant, l'Union européenne consomme à peu près 40% de gaz approvisionné par la Russie. L'Allemagne, le pourcentage de gaz russe dans la consommation allemande est plus importante. Ça représente à peu près 65% de la consommation de gaz en Allemagne. Donc ça aurait certainement des problèmes, mais vu la situation actuelle, il y a une émergence ou un regain du nationalisme à la fois en Europe et en Russie, si bien que la Commission européenne vient de prendre une décision. Elle a publié un livre blanc disant que l'Union européenne va prendre de plus en plus de distance avec l'approvisionnement d'énergie, non seulement pas de gaz, mais d'énergie de la Russie, pour arriver à une indépendance totale de l'Union européenne vis-à-vis de l'énergie russe à l'échéance de 2030. Cela veut dire tous les ans, ils vont essayer de réduire l'approvisionnement de l'énergie de gaz et du pétrole de la Russie, parce que le pétrole fourni par la Russie représente aussi à peu près entre 28 et 30% du pétrole, de la consommation de pétrole de l'Union européenne. C'est beaucoup. Donc à peu près un tiers de consommation de pétrole vient de la Russie. Donc si la Commission européenne mettait vraiment en pratique ces propositions, eh bien, ça va certainement affecter l'économie russe. C'est pour ça que Poutine menace d'interrompre carrément maintenant l'approvisionnement de gaz, parce qu'au lieu d'attendre petit à petit que les choses arrivent, il préfère faire maintenant, il préfère prendre des décisions actives maintenant, carrément interrompre l'approvisionnement de gaz. Alors on sait très bien que pour le moment, l'Union européenne aura du mal à trouver un substitut à l'approvisionnement de gaz ou de pétrole russe sur le champ. Mais l'Union européenne a pris des décisions de substituer au gaz et au pétrole russe. Par exemple, l'Allemagne vient de prendre une décision de construire un port de gaz liquéfié, de LNG. Donc, ceci pour recevoir un peu plus de gaz d'autres régions du monde, en particulier des États-Unis, parce que les États-Unis vont, bien sûr, tout de suite après cette crise armée entre la Russie et l'Ukraine, les États-Unis pensent qu'ils ont trouvé une opportunité d'élargir le marché en Europe. Et ils ont essayé de remplacer le gaz russe par le gaz de Shell, de schisme américain, parce que l'industrie de gaz de schiste américain fait face à une certaine surproduction. Donc, une surcapacité de production. Il faut trouver d'autres marchés pour vendre davantage de gaz et de pétrole. Et Monsieur Depoux, d'après vous, l'Union européenne est-elle vraiment en mesure de réduire sa dépendance de gaz à l'écart de la Russie? Oui, l'Union européenne est clairement en mesure de réduire cette dépendance. Ça va prendre plusieurs années. Donc il faut le faire progressivement, comme M. Ding l'a indiqué. Mais vous savez, la situation des sanctions aujourd'hui, elle est très dynamique. Donc en effet, aujourd'hui, la manne
la manne du gaz et du pétrole et du charbon. 47% du charbon européen vient de Russie. Cette manne est restée intacte, elle est toujours payée par l'Union européenne ou les différents pays de l'Union européenne aux exportateurs russes. Comme l'a dit M. Ding, on peut importer beaucoup plus de gaz naturel liquéfié en Europe. On a pratiquement un peu plus de 2 fois la capacité d'importation par rapport à la consommation. Donc il y a beaucoup de place dans les terminaux de regazéification. Il n'y a pas forcément toujours le réseau de tuyaux de gaz pour distribuer ce gaz, en particulier au cœur de l'Europe. Il n'y aura pas trop de problèmes en Allemagne, en France, dans les pays du sud de l'Europe. En revanche, beaucoup plus de problèmes pour amener du gaz vers les pays de l'Europe centrale et orientale. Et je crois que cette crise a au moins un bénéfice, c'est qu'elle a enclenché de manière, je pense, inarrêtable, une recherche de sécurité d'approvisionnement énergétique de l'Europe, d'indépendance des hydrocarbures russes. Vous avez vu que l'Agence internationale de l'énergie a suggéré qu'en réduisant de 1 degré les thermostats du chauffage dans l'Union européenne, on pouvait économiser 1 milliard de mètres cubes de gaz. C'est 2% des achats à la Russie. Donc la question, c'est quelle est la volonté politique pour effectivement peut-être faire souffrir un peu la population en Europe, mais ce sont de maigres souffrances par rapport à la souffrance de la population ukrainienne aujourd'hui. Et moi, en tant qu'Européen, je suis fier de voir que l'Europe s'engage dans une direction qui a beaucoup d'avantages aussi pour la lutte contre les gaz à effet de serre et le changement climatique. C'est-à-dire que finalement, à moyen terme, les objectifs de réduction des énergies fossiles, ils servent aussi la lutte contre le changement climatique, et c'est quelque chose dans lequel l'Europe a toujours été à la pointe. Donc à court terme, on a peut-être une hiérarchie des objectifs qui change un peu, où on cherche à réduire les achats d'énergie à la Russie, on cherche à réduire la consommation en général, et c'est plus important que la libéralisation des marchés, le contrôle des aides d'État, de la concurrence, des fers de lance de l'Union européenne. Mais à moyen terme, ces objectifs vont converger avec les objectifs du plan Fit for 55 et donc du plan de réduction des gaz à effet de serre de l'Union européenne.